problème. Voilà, écoute, bonsoir Yvon. Alors, on arrive à maîtriser un peu la technique, c'est parfait. Écoute, j'ai peut-être pas besoin de te présenter longuement. Tu es professeur de philosophie, tu as écrit de nombreux ouvrages et tu viens d'en commettre un dernier dont tu vas nous présenter un petit peu les éléments principaux. Donc, tu as le temps que tu veux, si tu veux, pour présenter ta conférence, si tu veux, et puis ensuite on débattra avec les personnes présentes. Donc, vas-y Yvon, à toi. Voilà, alors merci d'abord de m'inviter pour un sujet quand même important, qui est la question du féminisme tel qu'il se pose aujourd'hui, avec tous les débats que ça implique dans l'actualité, dans les médias, etc. Et moi, je vais inscrire ma vision du féminisme dans l'optique de mon communisme de fond, si tu veux, et je vais m'opposer à une forme de communisme récent, d'extrême gauche, qui me déplaît, si tu veux, pour des raisons que je vais dire tout à l'heure, si tu veux. Mais le communisme tel que je l'entends fait partie de la tradition, si tu veux, marxiste. Alors, je rappelle quand même que, avant d'entrer dans les détails, tu m'entends bien, oui? Oui. Oui. Alors, il est entendu, bien entendu, que le féminisme ne date pas du mouvement ouvrier et de l'influence de Karl Marx au XIXe siècle. Il y a eu des avancées vers le communisme au XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières, d'une manière très claire. Par exemple, quelqu'un comme Diderot, c'est très net, et y compris, figurez-vous, ou figurez-vous, vous qui m'écoutez, y compris chez quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, donc l'auteur du contrat social, qui était en un sens pour féminin et féministe. Il a même pu dire à propos de la femme que c'était un don merveilleux que la nature avait fait à l'humanité. Et il a, bien entendu, proclamé la nécessité d'un suffrage universel, d'une égalité et d'une liberté de tous les citoyens pour fonder le contrat social auquel il aspirait et que la Révolution française a bien entendu intégré. Sauf que, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est que ce même Rousseau qui était favorable aux femmes, qui aimait les femmes, ce même Rousseau n'a pas pu voir quand même, n'a pas été partisan d'un vote des femmes en 1789, il faut le savoir. Le vote des femmes, le vote était réservé aux hommes, de la même manière, d'ailleurs, je signale au passage que le vote tout court était réservé à ceux qui avaient un minimum d'autonomie financière. Il y avait ce qu'on appelait des citoyens actifs et des citoyens passifs. Eh bien, les femmes, elles, étaient tout simplement des citoyennes passives qui n'avaient pas le droit de voter, si vous voulez. Donc, le véritable féminisme, tel que je l'entends moi personnellement, et pour lequel je milite, c'est celui qui émane, bien entendu, de l'influence de Marx au XIXe siècle, si tu veux. Et il y en aura un, alors il va se développer au XXe siècle, et il va y en avoir un autre qui va se développer à la fin du XXe siècle et au début du XIXe siècle, qui est un nouveau féminisme contre lequel je vais militer et je vais dire pourquoi, si tu veux. Alors, pour définir ces deux féminismes, j'ai une formule toute simple qui consiste à dire que le premier, issu donc du mouvement ouvrier, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un féminisme qui revendique l'égalité totale de l'homme et de la femme, mais dans leurs différences, en admettant qu'il y a une différence minimale entre l'homme et la femme. Et il y a un second féminisme tout à fait récent, là, de la fin du XXe siècle, début XXIe, qui nous vient des États-Unis, d'ailleurs, il faut le savoir. Et ce nouveau féminisme, c'est un féminisme non pas de l'égalité dans la différence, mais de l'égalité dans l'identité. Qui exige que les femmes soient des hommes au sens profond du terme, mais même au sens anthropologique du terme. Et j'en reparlerai tout à l'heure. L'exemple le plus caricatural de ce féminisme-là nous est donné par Virginie Despentes. J'y reviendrai, si tu veux. Alors, le premier féminisme, qui est le mien, donc d'une égalité politique au sens large du terme, totale de l'homme et de la femme, dans toute une série de fonctions, des fonctions politiques, bien entendu, de gouvernement, de prise de responsabilité, etc. Une égalité aussi sociale, avec un traitement égal, des rémunérations égales, bien entendu, un statut économique comparable, bien entendu, pour autant que les femmes peuvent faire le même travail que les hommes, etc. Donc, c'est un communisme
féminisme qui est une forme d'égalitarisme, si tu veux. Hein. Et ça me paraît fondamental. Et il n'est pas coupé de l'inspiration tirée de Karl Marx. Et ça, je voudrais y insister, parce que Karl Marx, c'est pas le début du XXe siècle, hein, c'est le XIXe siècle, mais Karl Marx était un féministe. Et il faut savoir que dans le manifeste du Parti communiste, il a été capable de dénoncer le sort qui était fait aux femmes par rapport à celui qui était fait aux hommes. Et à propos du mariage, précisément, et des rapports donc d'égalité hommes-femmes dans le cadre du mariage, et y compris sous le plan des mœurs sexuelles, il a été capable d'avoir cette formule extraordinaire, hein, qui est parfaitement, avec laquelle je suis parfaitement d'accord, à savoir que le mariage bourgeois, fondé sur des préoccupations essentiellement, il faut le dire, financières, hein, d'alliance entre un homme qui a besoin d'une femme pour transmettre éventuellement sa richesse, hein, son héritage, etc. Le mariage bourgeois, qui était un mariage obligé, qui n'était pas un mariage reposant sur la liberté, hein, de chacun des deux membres qui se marient, c'était une prostitution légalisée. Hein, ça, il faut savoir. Alors, je vais me permettre de boire de temps en temps pour parler plus facilement. Donc, dans ce cadre-là, il y a eu, bien entendu, des féministes à la fin du 19e, mais surtout au début du 20e siècle, hein, qui se réclamaient de la problématique de Marx, hein, donc d'un égalitarisme entre l'homme et la femme, dans tous les domaines que j'ai indiqués, et qui était aussi, en un certain sens, une identité. Parce que cet égalitarisme-là ne supposait pas qu'il y ait une différence de capacité entre les hommes et les femmes s'agissant des fonctions les plus nobles auxquelles elles peuvent parvenir. Hein. Il y a à aucun moment, les femmes dont j'ai cité le nom dans une minute, hein, n'affirmaient que les femmes étaient inférieures aux hommes. Ça n'a pas de sens, hein, même si dans la question des rapports de force physique, bien entendu, il y a une infériorité de la femme, hein, mais ça ne concerne pas du tout les capacités intellectuelles des femmes dans leur rapport aux fonctions les plus éminentes, hein, et les plus complètes qu'elles peuvent assumer dans la société, si tu veux. Alors, celles qui ont marqué ce mouvement féministe sont des femmes qui sont connues, c'est en particulier Alexandra Kolonstein et Clara Zetkin, hein, qui étaient à la fois marxistes, communistes, donc, et en même temps féministes. Hein. Mais alors, leur féminisme à eux était un féminisme qui allait très loin, puisque dans les revendications qu'elles proposaient, il y avait en particulier la revendication que les femmes aient les mêmes droits politiques que les hommes dans la gestion des affaires publiques, hein, et c'est pour ça qu'elles se sont battues pour que le futur régime soviétique, disons, communiste, entre guillemets, hein, pour lequel elle militait, elles se sont battues pour que dans le cadre de ce régime-là, les fonctions politiques soient attribuées au même titre aux femmes qu'aux hommes, si tu veux. Hein. Et ça me paraît bien entendu quelque chose de fondamental. Simplement, elles associaient à cette égalité de l'homme et de la femme, dans toutes les fonctions auxquelles elles peuvent prêter, elles peuvent prétendre en l'occurrence, hein, elles associaient à cela aussi l'idée que cette égalité des fonctions de l'homme et de la femme, et en particulier des fonctions politiques, devait aussi, disons, se déployer dans toutes les strates de la société. Et en ce sens-là, on ne le sait pas assez, parce que c'est à la même époque qu'en Angleterre, il y a eu le fameux mouvement des suffragettes, qui réclamait le droit de vote des femmes, hein, comme celui des hommes, mais elles le faisaient en maintenant la stratification de la société en couches sociales, en classes sociales. Alors, les femmes de ces différentes classes sociales avaient peut-être les mêmes droits politiques, mais elles restaient enfermées dans une stratification sociale avec les inégalités économiques et sociales qui meurtrissaient bien entendu les femmes. Or, précisément, Alexandra Kollontai et Clara Zetkin, elles, voulaient une égalité non seulement strictement politique du vote, mais elles voulaient une égalité globale, donc dans l'optique, hein, d'un communisme qui est le mien et qui était le leur, si tu veux. Hein. Alors ça me paraît, bien entendu, hein, fondamental. Et ce qu'elles ont entraîné, en tout cas pour
elle n'a pas eu le temps de connaître véritablement le stalinisme ou quoi que ce soit, sauf Alexandra Kollontai qui a quand même vécu sous le régime russe, le régime soviétique, mais elles ont quand même eu, pendant quelques années, une influence incontestable sur le parti de Lénine et sur les droits accordés aux femmes dans tous les domaines de la vie sociale. Il se trouve que par la suite, ces droits, bien entendu, ont été, disons, érodés par l'arrivée, non pas de Lénine, mais de Staline essentiellement, qui a imposé, disons, un régime non seulement stalinien, mais on pourrait dire machiste. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les instances dirigeantes du Parti communiste stalinien, alors qu'il pouvait y en avoir dans le parti de Lénine, si tu veux. Alors, ce mouvement-là, si tu veux, d'inspiration, je dis bien, socialiste, de l'égalité des hommes et des femmes, a eu des effets positifs incontestables en France. Le statut des femmes s'est amélioré grâce bien entendu aux événements de 1936, et puis surtout grâce au CNR, à la Libération, parce que c'est le CNR animé, pas que par les communistes, mais animé fondamentalement par les communistes, qui a réussi à obtenir, sous le régime du général de Gaulle, et grâce à un ministre communiste dont ils dépendaient, ils ont réussi à obtenir, bien entendu, le droit de vote des femmes, à l'égal de celui des hommes en 1946, alors qu'il y avait déjà des pays ailleurs, en Angleterre pour une part j'en ai parlé, mais aussi dans certains États des États-Unis, où cette égalité était là. En France, elle n'était pas encore là. Mais ce sont les communistes qu'il faut se dire que ce sont eux qui ont véritablement promu l'égalité politique des femmes au niveau du droit de vote, prolongeant ainsi le message de Rousseau, mais en l'actualisant à l'ensemble de l'humanité, parce qu'une déclaration universelle des droits de l'homme ne peut pas se réduire à la moitié de l'universalité. Il faut qu'elle implique la totalité de celle-ci. Et j'ajoute aussi que cette égalité, elle n'est pas terminée. Cette égalité telle que ce mouvement l'a voulu, elle est obtenue dans toute une série de domaines, mais elle n'est pas parfaite. Il y a encore des domaines où les hommes et les femmes sont inégaux sur le plan du salaire. Il y a des conditions de vie qui sont faites aux hommes et aux femmes qui font que les femmes font un double emploi. Elles ont un emploi de salarié, mais elles ont aussi un emploi à la maison, etc. Donc il y a toute une série de transformations à continuer à obtenir qui feront que l'égalité des hommes et des femmes sera une égalité pas simplement formelle, mais concrète dans beaucoup de domaines, et ça commence à se faire sentir et être accepté, puisque par exemple, pour prendre un exemple tout banal et très simple, on voit des hommes, bien entendu, accepter d'assurer des fonctions de maternage à la maison, et ne pas confier simplement ces fonctions-là à la femme qui par ailleurs travaille, ce qui alourdit, bien entendu, sa tâche de femme, si vous voulez. Ça définit un éclairage pour l'égalité homme-femme dans une perspective communiste, qui me paraît, moi, assez parfaite. Alors, ce qu'il faut bien quand même comprendre aussi, c'est que cette égalité de l'homme et la femme implique donc une différence qui est reconnue, il faut le savoir, ce n'est pas un identitarisme anthropologique, il y a une différence minimale qui est reconnue, et alors elle est reconnue parce que j'ai l'occasion de travailler là-dessus, non seulement à propos de ce livre, mais à propos aussi de notre livre sur l'épreuve du temps dans le couple humain, oui, tu vois, enfin, en tout cas dans ce livre j'en parle largement. Il faut savoir que comment dire cela de manière très simple, c'est que quelqu'un comme Simone de Beauvoir, je parlerai de Françoise Héritier après, qui a été quand même celle qui a été le porte-parole du féminisme en France, si vous voulez. Et elle est devenue, à l'époque où, avec Jean-Paul Sartre, elle avait viré au marxisme, il faut le savoir, parce qu'il y a eu deux Jean-Paul Sartre et deux Simone de Beauvoir. Le premier était existentialiste, n'était pas marxiste, et prétendait que l'homme se faisait lui-même en toute liberté, etc. Alors que le second Jean-Paul Sartre est devenu marxiste, il a écrit La critique de l'organisation dialectique, et Simone de Beauvoir, qui admirait son Jean-Paul Sartre, qui l'adorait, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui reconnaissait en un sens sa supériorité, sans lui en vouloir, est tombé d'accord avec lui sur cette notion
suivante, à savoir que Jean-Paul Sartre, c'était pas tout à fait Simone de Beauvoir. Bon. Et qu'il y avait entre eux non seulement une égalité et une estime réciproque, mais aussi une différence. Ouais. Et cette différence, alors elle va la valoriser, puis en parler dans 2 minutes, cette différence, elle la professe dans son livre, donc, Le deuxième sexe, en affirmant que on ne peut pas affirmer que biologiquement, l'homme et la femme soient totalement identiques. C'est faux du point de vue de la science biologique et du point de vue du devenir biologique de la femme. Il faut savoir que la femme va connaître les règles, va connaître la procréation, hein, et que ça va avoir des effets sur son tempérament. Hein. Bon, ces effets sur son tempérament n'auront pas forcément de conséquences sur son égalité sociale, mais ça va lui conférer une spécificité, par exemple, dit-elle, une émotivité supérieure à celle de l'homme, une affectivité supérieure à celle de l'homme, hein, une capacité de rire un peu facilement, tu vois, bon, des choses comme ça, une capacité aussi de s'écrier comme ça, en groupe, bon. Elle dit, il y a là une spécificité féminine. Et cette spécificité féminine, elle est fondée sur l'anatomie. Hein, elle ne tombe pas du ciel, bien entendu. Hein. Ce n'est pas non plus la culture qui l'a construite. Hein. C'est le minimum de différence entre l'homme et la femme qui est dû à la nature du fait que l'homme et la femme appartiennent à 2 sexes différents. Voilà. Et après, elle aura même l'occasion de dire, à la fin de son livre, hein, des choses tout à fait remarquables sur lesquelles je vais insister, parce que ça s'oppose à l'autre féminisme dont je vais parler tout à l'heure. Elle aura été capable de dire que dans l'amour qu'elle a porté à Jean-Paul Sartre, hein, bon, il y avait donc cette différence entre lui et elle. Bon, disons qu'il était psychologiquement plus masculin qu'elle, si on peut dire. Hein. Elle plus féminine, mais au sens étroit du terme, bien entendu, et que ça permettait à un couple, cette différence, d'éviter l'ennui. Parce que la vie de couple, quand on est en face d'un double de soi-même, elle est ennuyeuse. Hein. Moi, je le dis à titre personnel, je n'aimerais pas vivre en face d'une femme qui serait mon miroir. Je préfère vivre avec une femme qui est mon égale, mais qui est différente de moi et avec qui je peux échanger des choses qui peuvent parfois être différentes. Tu vois, bon. Et ça, c'est fondamental comme programmation d'un féminisme égalitaire, mais dans la différence. Hein. Et la même chose sera dite, d'ailleurs, je le signale, par Françoise Héritier, hein, dans un livre que j'ai lu précisément pour écrire ce bouquin. Et Françoise Héritier, par exemple, va militer hein, pour l'idée qu'il y a aussi une différence homme-femme, hein, en particulier, et que du même coup, la femme a la capacité de s'occuper des enfants qu'elle met au monde, bien entendu, mais elle a cette idée qu'on ne le trouve pas dans le nouveau féminisme, attention, et c'est pour ça que j'en parle, elle a cette capacité de dire qu'il n'y a pas de droit à l'enfant qui serait inhérent à la femme. Il y a un droit des enfants quand ils sont là. Et c'est tout à fait différent, bien entendu. Hein. Ça implique que la femme aura, bien entendu, à se charger dans les premières années hein, de son enfant, hein, mais c'est un droit pour l'enfant qui est là, mais ce n'est pas un droit d'un enfant qui n'est pas là. Et c'est le droit d'un enfant, j'anticipe ce que je dirai à la fin de mon exposé, c'est un droit d'un enfant qu'on a obtenu d'un homme, par l'intermédiaire d'une relation sexuelle, ce qui va s'opposer aux idées du nouveau féminisme hein, que je vais critiquer tout à l'heure. Et enfin, pour terminer sur les rapports sentimentaux hein, de l'homme et de la femme, parce que les nouveaux féministes ont une espèce de dent contre l'idée d'une conjugalité qui serait fondée sur un amour réciproque, hein, qui est absolument aberrant de mon point de vue, elle est capable de dire que l'admiration peut faire partie de l'amour. Et admirer quelqu'un, c'est pas forcément lui en vouloir et vouloir prendre sa revanche sur lui. Admirer quelqu'un, c'est au contraire une manière de prolonger l'élan amoureux que l'on a pour lui. Ce ne sont pas des choses qu'on va retrouver dans le second féminisme, dont je vais parler maintenant et auquel je m'oppose d'une manière qui va me valoir, bien entendu, pas mal d'ennemis, non pas avec un I, mais avec un E, d'ennemis E. Hein. Alors, ce nouveau féminisme, qui est à la mode, qui nous vient des États-Unis, avec la cancel culture, comme on l'appelle, hein,
C'est-à-dire, alors c'est assez curieux, parce que la cancel culture ou la war culture, ça consiste à réclamer que l'on tienne compte des différences. C'est ça la cancel culture, fondamentalement. Hein. Donc c'est le contraire d'un identitarisme. Bon. Or, le problème, c'est que ces mêmes femmes qui sont influencées par la cancel culture vont réclamer d'être identiques à l'homme, ce qui est plus ou moins paradoxal et difficilement, si tu veux, compréhensible. Alors, je vais entrer dans les détails pour dire cela. C'est donc un égalitarisme de l'homme et de la femme au plan politique, et là, c'est très bien, mais un égalitarisme qui veut aussi un identitarisme, qui veut une identité forte entre l'homme et la femme, et le refus de la distinction des genres entre hommes et femmes. Et on sait que la problématique du genre est au cœur de ce nouveau mouvement, bien entendu, féministe, avec tous les embrouillamini que cela peut entraîner. Alors, ce que je voudrais prendre comme exemple pour illustrer cet exemple de nouveau féminisme, que je définirais comme un féminisme anti-masculin. Un féminisme de la femme qui veut prendre sa revanche contre l'homme. Et l'exemple le plus étonnant de ce féminisme-là, que je ne partage pas du tout, c'est celui de Virginie Despentes, dont je vais parler, parce qu'elle est à la mode. Elle a écrit une littérature avec énormément de succès, elle a écrit des livres, elle tire à 1 million d'exemplaires. C'est une littérature que j'aime pas beaucoup, et je te dirais franchement, on a le droit d'être franc dans ce genre d'exposé. Je lisais au même moment d'ailleurs du François Mauriac, que tu peux voir la différence. La littérature de Virginie Despentes, c'est une littérature un peu de caniveau. Voilà, le bas de gamme, je dirais. Bon, c'est comme ça. Mais ce qui m'intéresse surtout chez elle, c'est sa conception de l'homme et de la femme dans un livre qu'on connaît peu, parce qu'il a précédé son succès littéraire et qui s'appelle King Kong Theory. Et c'est un livre théorique, donc qui intéresse le philosophe que je suis, qui veut bien entendu, qui se prétend théorique, littéralement, et, comment te dire, formuler des propos anthropologiques, donc universels, sur ce que doivent être les hommes et les femmes, c'est-à-dire, figure-toi, identiques, non pas dans leur fonction sociale, mais identiques dans leur personnalité, si tu veux, on peut dire ça comme ça, si tu veux. Et alors, il est vrai, je vais donner quelques exemples un petit peu de cette dérive qu'incarne parfaitement Virginie Despentes. Bon, il est vrai, on ne le sait pas, qu'elle a été victime d'un viol de la part de 2 hommes, et que, ayant mal vécu cela, étant relativement jeune, elle a décidé, ce qui est normal, ce qui a pu, bien entendu, entraîner chez elle des douleurs dont il faut tenir compte, et qui permet peut-être d'excuser les excès dans lesquels elle est tombée, mais sans excuser le contenu de ce qu'elle dit. C'est pas du tout pareil, des excès et un contenu. Or, elle est devenue, du coup, prostituée occasionnelle. Et figurez-vous, tous les auditeurs, que dans son livre-là, elle a fait subir, dit-elle, en s'en vantant, aux hommes qu'elle avait comme clients, parce qu'elle n'avait pas d'argent à l'époque, aux hommes qu'elle avait comme clients, elle leur a fait subir la soumission sexuelle qu'elle avait subie de la part de ses violeurs. Et elle avoue, en plus, qu'elle a connu une exaltation dans la puissance sexuelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant, et qui était celle que, par contre, ses violeurs avaient, eux, connue. Donc, elle exige fondamentalement que non seulement les hommes et les femmes soient égaux, bien entendu, mais que les femmes soient identiques à l'homme dans leur rapport à la sexualité, avec tout ce que ça peut impliquer de violence, de soumission, etc., etc. C'est noir sur blanc dans son livre, si tu veux. Bon. Alors, ça peut paraître curieux, ça peut paraître choquant, parce qu'il y a un débordement de violence, si tu veux, chez elle, dont elle se réclame, il faut le savoir. Et ce débordement de violence, je m'excuse de le dire à ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai constaté qu'à plusieurs reprises, j'étais le seul à le dire, ce débordement de violence renvoie à un trait de caractère, qui est un caractère violent, dont elle reconnaît à la fin de King Kong Theory que finalement, tout ce qu'elle a dit sur la domination qu'elle entend exercer sur les hommes renvoie à son caractère qui est en fait masculin. Elle a un caractère masculin dont elle n'avait pas pris conscience, et elle a une violence masculine, donc elle va exercer dans son rapport à l'égard des hommes et dans son discours sur les hommes. Tu vois. Et cette violence-là,
Alors, on ne le sait pas, mais je le dis tel quel, parce que ça m'a vraiment choqué. Non seulement ça m'a choqué, mais le silence à cet égard m'a choqué au moment de l'affaire Charlie et de l'assassinat des membres de Charlie. Elle a écrit une tribune dans Libération, 2-3 jours après, que j'ai lu intégralement, qui est absolument abominable pour la raison suivante. C'est qu'elle réclame le droit de pouvoir tuer les acteurs, les journalistes de Charlie, noir sur blanc. Et elle dit, je préfère voir, plutôt que de voir un homme, un islamique, par terre et à genoux, je préfère le voir debout, prendre sa Kalachnikov et tirer en plein dans le visage des membres de Charlie. C'est scandaleux. C'est réclamer la mort au nom d'une idéologie que je ne comprends pas. Mais au nom d'une espèce de violence naturelle qui est en elle et qu'elle va du coup transporter dans sa vision des rapports hommes-femmes, en prétendant qu'il n'y a pas que les hommes qui sont violents, il y a aussi les femmes, et donc on a le droit d'être comme les hommes dans notre vie quotidienne et dans nos rapports amoureux. Je signale d'ailleurs que cette relation-là à la sexualité l'a amenée après, d'abord, elle a eu le courage de s'en aller de l'Académie Goncourt, ça il faut le savoir, parce qu'elle a été bien acceptée par l'Académie Goncourt, sans le moindre scandale provoqué par ses propos, ses attitudes et sa littérature, mais elle a eu aussi, bien entendu, le courage, en quelque sorte, d'assumer sa bisexualité et d'avouer qu'en réalité, elle qui était en position de revanche vis-à-vis des hommes, pourquoi est-ce qu'elle était? Parce qu'elle était lesbienne. Et donc, elle est devenue lesbienne. Elle a parfaitement le droit de devenir lesbienne. J'ai rien contre le lesbianisme, contre l'homosexualité, qu'elle soit féminine ou masculine, c'est pas mon problème, si tu veux. Mais ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très normal, très équilibré dans sa vision du monde et de l'homme, des rapports homme-femme, et dans sa vision de la violence aussi masculine qu'elle avait tendance à rejeter. Et donc, c'est une femme qui a voulu, dans ses discours théoriques, prendre sa revanche, en quelque sorte, contre les hommes, si tu veux. Alors, je le dis tel quel, cette attitude, si tu veux, d'une femme comme Virginie Despentes, qui va se traduire par deux formules que je conteste totalement, qui n'ont rien à faire dans un féminisme d'optique marxiste et communiste. Elle va être capable de dire que la prostitution, c'est un travail comme un autre. Alors là, je suis baba, parce que, figure-toi, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à l'époque de Kolstein et de Zetkin, ces deux femmes-là avaient une attitude par rapport à l'amour tout à fait différente. Elles n'étaient pas pour la domination ni de l'homme sur la femme, ni de la femme sur l'homme. Elles n'étaient pas forcément pour le mariage, elles étaient pour l'amour libre, j'ai lu des textes d'elles là-dessus. Elles étaient pour éventuellement l'amour camarade, formule magnifique si tu veux, bon. Et puis surtout, par rapport aux prostituées, elles étaient éthiquement contre la prostitution, mais elles ne voulaient pas l'interdire légalement. Non. Éthiquement, ça paraît normal, c'est moi ça aussi, on ne fait pas n'importe quoi de son sexe et on ne le vend pas pour obtenir de l'argent, tout simplement, mais simultanément, si tu veux, dans ce contexte-là, elle prétendait que la prostitution, c'est donc un travail comme un autre. Et elle a ajouté, de toute façon, par ailleurs, mais c'est contradictoire, tout travail est dégradant. Elle a dit noir sur blanc. Tout travail est dégradant. Alors, le travail de la prostituée est un travail comme un autre, mais on le valorise, on ne le dévalorise pas, et on ne l'interdit pas, mais le travail, bien entendu, habituel est dégradant. Et donc, je reviens à Alexis Kollontai et à Clara Zetkin, c'était des femmes qui, tout en condamnant éthiquement, si tu veux, la prostitution, et ce qu'elle fait de la femme par rapport à l'homme, et de l'échange marchand que ça implique, bien entendu, elles ont quand même eu cette honnêteté de dire, c'est assez extraordinaire,
que ça ne veut pas dire qu'il faille interdire la prostitution, tout simplement parce qu'il y a des femmes qui, dans la misère, vivent de cela. Et on ne peut pas les condamner à la misère. Par contre, ce qu'il faut faire, dit-elle, c'est se battre pour une société communiste, en l'occurrence, dans laquelle l'aisance matérielle des femmes ne les porterait pas à devenir des prostituées. C'est magnifique, tu vois, à la fois une condamnation éthique, hein, et en même temps une volonté d'intégrer les femmes à plein droit dans un rapport aux hommes, hein, social, économique et politique qui soit sur une égalité parfaite, si tu veux. Hein. Voilà ce que c'est que ce féminisme dont moi, hein, je me réclame, si je veux. Alors, je vais conclure, hein, mais ce que je voudrais quand même ajouter avant de conclure, c'est que dans mon livre, j'ai analysé quand même avec des détails ce qui s'était passé dans l'histoire humaine s'agissant des rapports hommes-femmes. Et là, je pense qu'il faut faire attention à un certain discours idéologique et sectaire. Alors, je vais te faire comprendre ce que je veux dire par là. Affirmer que les hommes ont toujours, dans tous les domaines, dominé les femmes, c'est un peu excessif et inexact, figure-toi. Il y a eu aussi un matriarcat féminin. Et en particulier, je prends un exemple tout banal, hein, en Bretagne, parce que j'en ai entendu parler dans un livre de Pierre-Jacques Célias à ce propos, il ne parlait pas de ses parents, mais il parlait de ce qui se passait autour de lui. En Bretagne, les marins allaient faire la pêche pendant des mois. Et quand ils revenaient chez eux, qu'est-ce qu'ils trouvaient? Mais ils trouvaient une femme qui s'était installée et qui était devenue la maîtresse de maison, et donc la matriarche, si tu veux, pas la patriarche, la matriarche en quelque sorte de la maison, devant laquelle il devait s'incliner. C'était la femme qui dominait l'homme. Tu vois, et ça peut expliquer, comme le dit Pierre-Jacques Célias, que beaucoup de marins bretons est versé dans l'alcoolisme, ce qui est une réalité réelle, hein, une réalité effective, historique, hein, qu'on peut constater. Et j'ajoute un élément personnel, si tu me permettras, hein, il n'y a pas eu de l'alcoolisme uniquement chez les ouvriers, les paysans, bien entendu, ou les pêcheurs, mais ça a été aussi un élément. Et je vais ajouter un deuxième élément sur le rapport homme-femme. Il y a, on le sait aussi bien que moi je le constate autour de moi, hein, des couples dans lesquels le rapport homme-femme, ce n'est pas l'homme qui domine la femme, mais c'est la femme qui domine l'homme. Et je vais m'excuser de donner un exemple personnel. J'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aimé, c'est pas ça le problème, mais qui ont connu des difficultés sur les deux couples dans leur deuxième partie de leur vie, après une première partie de leur vie qui avait été merveilleuse. Et bien dans la deuxième partie de sa vie, ma maman, qui était une femme extraordinaire, elle avait un mari qui était un bel homme, qui lui était un peu inférieur intellectuellement de facto, si tu veux. Ma mère était institutrice. Eh bien, j'ai vu ma mère, à domicile, devenir un tyran domestique à l'égard de mon père. Ça, ce sont des réalités dont il faut avoir conscience pour ne pas verser dans un discours idéologique un petit peu, si tu veux, sermonneur, manichéen, enfin, etc., etc. Hein. Mais ça n'enlève rien, bien entendu, à l'idée qu'il ne faille pas qu'il y ait de domination de l'homme sur la femme, ni de la femme sur l'homme, dans certaines, bien entendu, hein, circonstances, si vous voulez. Bon. Par ailleurs, dans l'histoire humaine, il faut aussi savoir, hein, dans l'histoire humaine en général, il y a eu aussi des cas hein, où des femmes ont joué un rôle historique hein, dans la monarchie, dans l'aristocratie, en influençant des hommes qui étaient un peu déjoués dans leurs mains, si tu veux. Hein. Mais ça, c'est une minorité quand même, hein, c'est une minorité. Et ça traduisait le fait qu'il y avait des hommes, des femmes, excuse-moi, qui étaient capables d'être l'égal des hommes dans leur capacité d'avoir un pouvoir sur le réel. Hein. Et je me souviens que parmi les philosophes des Lumières, il y avait l'un d'entre eux, j'ai plus son nom en tête malheureusement, qui s'étonnait, c'est dans l'encyclopédie précisément, hein, il s'étonnait que des femmes, il y en avait, soit des écrivaines, figure-toi. Il disait, mais c'est pas normal, elles n'ont pas été éduquées, comment se fait-il? Eh bien, ces hommes-là qui étaient pour une égalité de l'homme et de la femme, oubliaient que les femmes peuvent très bien être écrivaines, même si elles n'ont pas été éduquées pour cela, parce que l'égalité des dons dans un certain nombre de domaines est tout à fait admise entre les hommes et les femmes, et nous le savons de plus en plus aujourd'hui. Si je veux, hein. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a un petit peu
complexifier, un peu compliquer la situation historique, je reviens à mon propos essentiel, et c'est à ça que je voulais parvenir fondamentalement, c'est que je suis dans une perspective communiste d'une égalité de la femme, je mets la femme en premier dans le binôme homme-femme, je mets femme-homme, de la femme par rapport à l'homme, dans tous les domaines où des fonctions intellectuelles comparables sont bien entendu revendiquées, mais je revendique aussi qu'il y ait une spécificité féminine que l'on admette et que l'on valorise, et qui peut se caractériser par de la douceur, par de la tendresse, par de l'ouverture à autrui, etc., par moins de violence. Et je fais cette parenthèse-là parce que je l'ai entendu récemment, mais personne ne le dit. Qui est-ce qui a fait les guerres? Quels sont les êtres humains qui ont fait les guerres? Ce sont les hommes, ce n'est pas les femmes. Les hommes ont été à la guerre et ont aussi connu, bien entendu, la mort. Et Pierre de la Caisse-Alias évoque cet aspect-là aussi des choses dans son livre sur la Bretagne, si tu veux. Donc, il y a aussi des qualités humaines, dont, et je reviens maintenant au titre de mon livre, dont Aragon a parlé. La fameuse phrase d'Aragon, j'en ai pas encore parlé, pourtant c'est le titre de mon livre, mais un peu transposé. Aragon, dans un poème magnifique, d'abord il faut savoir qu'Aragon a connu avec Elsa une histoire d'amour un peu compliquée parfois, mais quand même merveilleuse. Ils se sont aimés tous les deux jusqu'au bout, de la même manière que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre se sont aimés jusqu'au bout. Donc les réussites amoureuses, ça existe, dans des conditions données, avec des gens de qualité. Et alors, Aragon, dans un poème célèbre, a dit que la femme est l'avenir de l'homme. Alors, il faut bien comprendre cette formule, ce n'est pas un pronostic, à savoir que ça va se dérouler automatiquement. C'est une possibilité, bien entendu, et c'est même une possibilité que je souhaite de voir arriver. Mais chez Aragon, c'est d'abord un souhait, c'est une exigence. Il aimerait que les hommes perdent les défauts qu'ils ont et acquièrent les qualités de la femme. Voyez, tu vois, et c'est donc pour cela que moi, je suis, à titre personnel, relativement hostile à la masculinité dans tous ses défauts, tels que je la vois s'exprimer dans le champ politique ces temps-ci. Bon, je trouve qu'il y a chez la femme des qualités et que les hommes seraient bien inspirés de s'inspirer des qualités de la femme plutôt que de cultiver leurs défauts. C'était ça le but de mon exposé. Merci. Oui, merci Yvon. Tu soulèves beaucoup de questions et j'ai envie de demander un petit peu les réactions, voir les questionnements, voir les appréciations de Marie-Claude Bergougnan qui est avec nous ce soir. Oui, alors sachant que, alors, avant que Marie-Claude intervienne, ou Claude, en tout cas, je peux te dire que ma position n'est pas partagée tout à fait par ma femme, parce qu'elle prétend que je projette sur la femme un idéal de femme que j'ai connu chez ma mère dans la première partie de sa vie. Donc, ça serait un rapport à ma mère que je voudrais reproduire, parce que ma mère m'a beaucoup aimé, si tu veux. Mais ramener une position théorique à un facteur affectif, c'est quand même un peu réducteur, je trouve. Il vaut mieux d'abord discuter sur le fond des choses. Voilà. Alors, la question. Vas-y, Marie-Claude. On ne t'entend pas. Ah, tu m'entends pas, mais là... Non. C'est Marie-Claude que j'entends pas. Tu as un problème de micro, Marie-Claude. Il faut qu'elle appuie. On peut résumer, tu peux résumer si tu l'entends. On t'entend toujours pas, hein? Dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu poses effectivement, enfin, tu donnes quelques éléments par écrit sur le chat, soit tu redémarres ta machine. Non, mais tu redémarres ta machine et tu te reconnectes. Il va revenir avec nous. Est-ce que François, Gérald,
Vous avez quelques éléments de… Sachant, moi j'anticipe, Vas-y. j'anticipe, il y a parmi les femmes avec qui je parle de cela, j'ai des femmes d'aujourd'hui, il faut le dire, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec moi, avec cette idée de féminité minimale, mais féminité quand même, et qui prétendent que, en revendiquant cette féminité, je suis machiste. Mais elles oublient que je ne suis pas machiste, parce que la revendication de cette féminité, je la veux pour l'homme. Et donc, je suis anti-masculiniste. Bon, il y a des défauts de l'homme que j'ai rencontrés dans ma vie, alors que souvent, auprès de mes amis, eux, il y a des défauts que je n'ai pas rencontrés. Moi, j'ai 2 amis couples, plutôt haut de gamme, si je puis dire, un médecin et puis un financier. Ce sont des hommes plutôt pas tendres, pas vraiment tendres, alors que les femmes sont plutôt délicieuses, si tu veux. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que la femme soit l'avenir de l'homme. Non, juste une petite question pour… Attends, Marie-Claude revient. J'espère qu'elle aura résolu ses problèmes de micro. Disons, pour anticiper sur elle, que disons tout simplement que cet idéal que le professe, cet idéal féminin dans un certain nombre de domaines, c'est un idéal dont je voudrais que les hommes se l'approprient dans la société telle que je la souhaite. Marie-Claude, est-ce que tu arrives à… Non, tu as un problème de micro. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut qu'elle écrive alors. Non, mais si tu peux, tu écris éventuellement avec le chat. Ou elle me téléphone. Elle peut me téléphoner. Elle peut me téléphoner si elle le veut. Je peux donner mon numéro, il est là. 02 51 37 74 92. Et moi, je prends le téléphone. « 02 51 37 74 92. » On peut attendre un peu et passer aux 2 autres, là, Gérald, Marc, Rouanet. Alors moi j'ai envie de… non, je vais essayer de… par rapport à tout ce que tu as évoqué, bon, je sais que ça fait débat sur la manière dont tu as perçu les nouvelles féministes. Moi, je n'ai pas identifié ça comme élément central, je dirais, des problématiques qui posaient problème. Pour moi, ce qui fait problème aujourd'hui à l'intérieur du mouvement féministe, compris, c'est plus les questions dites d'intersectionnalité et cette espèce de volonté de se démarquer, je dirais, du clivage social qui était quand même l'idée centrale qui était avancée vers, je dirais, une espèce d'exacerbation de communautarisme, j'emploie même ce mot-là, et une segmentation des situations qui fait qu'on a du mal à réfléchir aujourd'hui des convergences, je dirais, ou des constructions convergentes sur les questions de lutte et sur les mouvements politiques et sociaux. Tout à fait. Voilà, alors moi je te réponds très nettement, tu as tout à fait raison, parce que ce qui caractérise aussi le mouvement féministe actuel, c'est un différentialisme d'une manière plus générale, si tu veux. C'est l'idée qu'il y a un différentialisme, il n'y a pas simplement un universalisme. Il y a des situations différentes dans lesquelles des êtres humains sont précisément à l'intersection de différentes oppressions.
hein, une oppression économique, une oppression sociale, une oppression bien entendu masculine, etc., etc. Et donc il faut centrer l'analyse sur ces situations où plusieurs choses se complètent et sont en intersection. Là, je suis entièrement d'accord avec eux, sauf que ce qui me gêne un peu dans cette idée, toi, d'une manière générale, par rapport au féminisme actuel, c'est de voir à quel point la revendication des cas particuliers peut se payer d'un oubli de l'universel. Et je te le dis d'autant plus que, alors on va m'excuser peut-être de le faire comme ça, mais c'est ainsi, j'ai bien connu Étienne Balibar quand il était marxiste, disciple d'Althusser, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une forme d'amitié, d'ailleurs tout simplement, mais c'est quelqu'un qui a changé. Et récemment, on est en plein dans le sujet, hein, parce qu'on va retrouver la question homme-femme après. Mais récemment, dans un article du Monde, 2 pages entières, il ne se définit plus comme marxiste, mais comme post-marxiste. Et tout récemment, parlant à Paris, parce que je suis allé faire une conférence à Paris à la Sorbonne avec Rémi Herrera et un collaborateur de Rémi Herrera, il se trouve que quelqu'un comme Balibar se définit comme n'étant pas marxiste et n'ayant jamais été marxiste. Alors c'est assez fort de café quand même, hein. Même chose pour Althusser. Bon. Or, ce qui me paraît, je reviens à Balibar, dans ce texte-là, où il se définit comme post-marxiste, il se met à critiquer l'universalisme. Alors que l'universalisme est inhérent à la conception communiste. Hein. Bon, il est question, dans l'international, de sauver le genre humain sans faire des partitions entre ce que l'on doit sauver et ce que l'on ne doit pas sauver. Hein. Donc, il y a un universel humain au-delà de l'exploitation, de l'oppression, hein, et de la domination politique, qui est propre à l'idéal, si tu veux, communiste. Hein. Or, on voit Balibar affirmer, comme les féministes actuels, c'est pour ça que j'en parle, que l'universel est totalitaire, mon cher. Et que ce qui n'est pas totalitaire, ce qui est émancipateur, c'est de faire référence c'est de faire allusion, de faire référence aux différences, et y compris aux différences communautaires. Alors, les différences communautaires, ça va donner, par exemple, les différences religieuses. Hein, les peuples ont le droit d'adopter les mœurs, les croyances qu'ils ont, etc. On n'a pas à leur imposer notre modèle rationnel. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que les peuples qui sont dans l'irrationnel, hein, qui sont dans le refus de l'universel, ce sont des peuples qui sont aliénés, qui ont été le produit de circonstances historiques, géographiques, hein, dans lesquelles ils ont baigné et qui les ont empêchés d'accéder à l'universel, surtout si en plus il y a eu le colonialisme qui les a maintenus dans la condition où ils ont été, si tu veux. Hein. Donc, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que la spécificité différentialiste, en quelque sorte, du féminisme contemporain, hein, avec tout ce que tu as dit, les mêmes qui veulent être comme des hommes et donc ne pas être considérés comme identiques, entre parenthèses, hein, comme ayant une identité propre, je veux dire, eh bien, les mêmes qui disent ça revendiquent donc une identité anti-universaliste. Et là, je ne vois pas comment on pourrait, quand on est marxiste, hein, matérialiste, partisan de la morale aussi, c'est aussi mon cas, je ne vois pas comment on pourrait accepter une pareille position qui me paraît très, très narcissique, très égocentrée, et dont on trouve aussi, alors il faut le savoir, des échos dans leurs mœurs et dans leur rapport à la sexualité, hein, avec la notion de genre, la notion de transgenre, hein, l'idée que, après tout, on est tous un petit peu comme un peu ceci, un peu cela, hein, cette idée aussi du droit des femmes à ce moment-là, du droit des femmes, hein, qui sont homosexuelles, qui sont lesbiennes, d'avoir un enfant grâce au sperme d'un homme, mais à condition de ne pas avoir de relation sexuelle avec lui. Hein. Bon, ça, j'avoue que je ne comprends pas. Et là, on retrouve Françoise Héritier, hein, qui est entièrement en désaccord avec une pareille position. Hein. On ne peut avoir un enfant que d'un être avec qui on éprouve de l'amour, un attachement, et dont on a bien entendu recueilli le sperme par l'intermédiaire d'une relation amoureuse, disons, sexuelle. Voilà, c'est pour ça que dans ce mouvement, tu vois, très complexe, hein, qui est à la mode, hein, qui est, on voit beaucoup de gens en parler aujourd'hui dans pas mal de journaux, ce mouvement-là, moi, personnellement,
en tant que philosophe rationaliste et moral, hein, je m'en méfie. Je ne sais pas où ça nous mène. Alors, que l'on ne sache pas vers quel monde on va et vers quel type d'humanité on va, je dirais c'est presque normal. Et je dirais jamais Marx n'a prédéfini ni la société, ni les êtres humains en devenir possible. Tout à fait. Donc la question qui est posée, c'est plus de quel type d'universalisme on parle. Et là il y a aujourd'hui effectivement une critique, une déconstruction du colonialisme et de l'universalisme tel qu'il a été conçu, européocentré. Voilà, et ça, je le comprends. Mm. Évidemment, si ça conduit à une disparition d'une conception universelle, l'universel, il faut le définir. C'est-à-dire, malheureusement, la manière dont les pays socialistes, du socialisme réel et certains mouvements ont travaillé, je dirais, dans le court XXe siècle, ont malheureusement, je dirais, détruit l'idée même d'universel. Parce que c'était un universel uniforme. C'était un universel, je dirais, d'identité, mais au sens, non pas d'identité pour exister, mais au sens d'identité reproductive. Et de ce point de vue-là, les critiques qui émergent, je dirais, à la fois des mouvements intersectionnels comme des mouvements décoloniaux ou de ceux qui aujourd'hui font la critique de l'universel bourgeois tel qu'il s'est construit dans le colonialisme après le siècle des Lumières, hein, bien entendu. Ça mérite, moi je pense qu'il faut y être attentif. Quelqu'un comme ce qu'a fait Aimé Césaire ou ce qu'a fait Glissant, si tu veux, pour obtenir la reconnaissance de l'apport de leur culture à la culture universelle de l'humanité et pouvoir être reconnu comme enrichissant, je dirais, la culture de l'humanité, me semble tout à fait important. Il me semble, et c'est tout ça qu'on a besoin de préciser, je crois, dans le débat actuel, c'est-à-dire c'est moins alimenter, je dirais, des oppositions, parce que de toute façon, on sait bien qu'on confronte, parce que c'est de là qu'on arrive à éclairer les angles morts, et y compris qu'on peut mieux peut-être percevoir ce qui est en train d'émerger un peu confusément, hein, parce que je suis d'accord avec toi. C'est confus, hein, ce qui est en train d'émerger. Tout à fait, entièrement d'accord avec tes propos, tes propos qui sont une preuve d'ouverture intellectuelle qui me paraît indispensable aujourd'hui. Hein. On n'est plus à l'ère des certitudes idéologiques de type stalinien, c'est terminé tout ça. Hein. Il faut le dire très clairement, très clairement. Mais simplement, deux remarques supplémentaires. Tu dis l'URSS, les pays de l'Est, ce qu'on a appelé les pays de l'Est, etc. Il faut quand même ne jamais oublier, et je suis le seul, je le dis tel quel, hein, à l'avoir dit avec Lucien Sèvres, qui m'a appuyé dans un de ses derniers livres qui vient de paraître, je suis le seul à avoir rappelé que pour Marx, dans sa fameuse préface de 1849 ou 59 à la critique de l'économie politique, Marx a eu une préface étonnante, remarquable, de clarté théorique, conceptuelle, etc., d'absence de total dogmatisme, etc., mais avec un schéma de pensée étonnant qui consiste à dire que l'histoire humaine est passée par des âges différents, des modes de production successifs, esclavagistes, féodales, capitalistes, mais ce n'était pas l'histoire humaine, c'était ce qu'il appelle la préhistoire humaine. C'était une préhistoire. La véritable histoire ne peut commencer qu'après. Mais après quoi? Après que le capitalisme se soit développé suffisamment pour fournir la masse des travailleurs et les moyens techniques pour passer à une autre société. Or, ce qui s'est passé en URSS avec Lénine, qui en avait conscience, ça a été la mise en place volontariste d'une société dans laquelle les conditions propices à l'avènement d'une société totalement différente n'étaient pas là. Et il a eu l'occasion, il faut le savoir, peu de gens le sachent, mais il y a un livre qui est paru récemment sur le dernier Marx qui le rappelle, à savoir qu'il a eu un dialogue à la fin de sa vie avec une
communiste impatiente, sympathique, impatiente, Alexis Kolonstein, dans laquelle elle lui dit, mais nous pouvons aller beaucoup plus vite que vous, qu'en Occident, parce que nous avons une commune agricole, le MIR, qui anticipe ce pourrait être une gestion publique en quelque sorte de l'économie, et donc nous pouvons passer à partir de là à une forme d'organisation communiste de l'économie, beaucoup plus facilement et sans passer par les fourches codines du capitalisme. Eh bien, figure-toi que Marx a répondu dans un ensemble de textes d'ailleurs qui ont été réunis par Maurice Gueulier au Centre d'études et de recherche marxiste, texte de Marx, plusieurs brouillons, un texte final et après un texte aussi d'Engels, à savoir qu'il dit « Je veux bien admettre que mon schéma ne soit pas un schéma philosophique passe-partout qui s'appliquerait à toutes les sociétés. » Et il le dit d'autant plus qu'il vient de se renseigner sur les sociétés primitives, les sociétés exotiques, etc. etc. Il dit « Donc, ce n'est pas un schéma passe-partout, mais je prétends que si, effectivement, une révolution communiste peut se produire dans un pays sous-développé comme en Russie, elle ne pourra réussir qu'avec l'aide d'une révolution en Occident. Cette révolution, on a tenté de la faire en 1918 en Allemagne. Elle a été écrasée dans le sang et Rosa Luxembourg a été assassinée, bien entendu. Voilà. Et l'échec de ce qui s'est passé après, avec le début de la nouvelle politique économique de Lénine, ça consistait à essayer de remettre en marche l'économie sur des bases qui n'étaient pas volontaristes. Et je me souviens d'un texte de lui que j'ai lu avec un grand étonnement, parce que j'ai toute la collection des thèses de Lénine chez moi, et je suis tombé sur un texte de lui écrit dans les années 22-23, donc avant sa mort, où il s'adresse aux syndicats, avant qu'ils mettent en place la NEP, ou peut-être en 21, peu importe. Il s'adresse aux syndicats et leur dit « Écoutez camarades, c'est bien gentil de se référer aux principes communistes, moraux et tout ce que vous voudrez, c'est beau, c'est digne d'estime, mais pour l'instant, il faut développer l'économie et satisfaire les besoins des hommes. Et là, il nous faut nous inspirer des procédés techniques et d'organisation des usines de type capitaliste telles qu'elles fonctionnent en Occident. Et c'est là qu'il met en place la NEP, la nouvelle politique économique. Tu vois, ça, c'est le premier point. Il ne faut jamais oublier ça pour se dire que le communisme, toi, tu parlais où est-ce qu'on va. Le communisme n'a pas échoué, il n'est pas mort parce qu'il n'a vécu nulle part, conformément aux raisons théoriques que Marx mettait en avant pour fonder la possibilité, pas la fatalité, la possibilité de ce projet. Et deuxièmement, du même coup, eh bien, tu parlais tout à l'heure de la critique que l'on fait actuellement du colonialisme, sous une forme qui peut paraître effectivement avec une espèce de regard critique rétrospectif que je partage dans un sens largement. Mais comme on part du principe que l'URSS, le modèle communiste soi-disant type soviétique est mort, qu'il n'y a plus de modèle communiste, il n'y a plus que la Chine, il n'y a plus que la Chine, qui me paraît un pays pas tout à fait, avec lequel je ne suis pas tout à fait en accord, mais avec lequel je ne suis pas tout à fait non plus en désaccord. Ils ont un projet intéressant, c'est quand même un pays de 1,4 million d'habitants, et dans lequel il y a 400 millions de gens qui vivent bien. Et ils sont en train de lutter contre, ils ont supprimé la grande pauvreté. Et dans un an, ils veulent mettre en place la suppression de la pauvreté tout court, si tu veux, tu vois. Alors, ce que je veux dire, que dans ce contexte-là, les autres pays, dans le cas d'une critique rétrospective du colonialisme et de l'abandon du colonialisme, le colonialisme a été quand même remplacé par une forme économique du colonialisme qui est l'impérialisme économique. C'est une forme de colonialisme, mais qui respecte apparemment les règles juridiques de l'autonomie des nations. Deuxièmement, ces pays-là, que l'on a quittés, dans lesquels on a cessé de vouloir apporter une culture de type occidental, ce sont des pays qui retombent dans des croyances d'autrefois et qui sont complètement retardataires et rétrogrades. Et je m'excuse de le dire tel quel, mais l'islam que j'ai lu et sur lequel j'ai écrit comporte des
des textes tout à fait rétrogrades, hein, sur le rapport de l'homme à la femme, hein, sur l'homosexualité, hein, sur l'absence de souveraineté du peuple, hein, avec la charia, etc. Et puis toute une série de croyances qui font que ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit. La parole divine est une parole révélée, et une parole révélée ne peut pas se tromper. Donc vous avez des peuples qui sont actuellement non seulement dans la misère, hein, c'est évident, avec des oligarchies qui dominent, mais dans des croyances, si tu veux, religieuses, complètement invraisemblables, irrationnelles et déraisonnables. Alors tu me dis, quel avenir dans ce monde dont on ne sait pas où il va? D'abord, première réponse, le communisme n'est pas mort, il faut le savoir, fondamentalement à l'échelle de l'histoire, hein, en étant intelligent et en faisant appel au maximum de son intelligence. Et deuxièmement, il n'est pas question de laisser les pays qui sont sous-développés à l'abandon tels qu'on les laisse, hein, ou immigrer sans les éduquer. Hein, bon, moi, je suis par exemple pour que ces pays-là, si tu veux, on soit, à une certaine époque, je devais signer un texte avec un dirigeant du Val-de-Marne qui était pour le co-développement. Il faut aider ces pays à se développer gratuitement en formant leurs élites en France, gratuitement, les médecins par exemple, ou les techniciens, et après en leur demandant de revenir dans leur pays pour aider leur pays à se développer et à se démocratiser. Se démocratiser, ça veut dire au niveau de la culture, cesser d'être baba devant ces formes de culture orientale, ceci, cela. Alors je parle des musulmans, mais je pense aussi à la culture hindoue. La culture hindoue actuellement, l'Inde actuellement, est le lieu de massacre de populations musulmanes ou chrétiennes, hein, au Pakistan, mais musulmanes par les hindous eux-mêmes, hein, qui sont dans des croyances tout à fait, comment te dire, mystifiées et mystificatrices, si tu veux. Hein. Donc, la base pour moi de mon raisonnement de marxisme maintenu, et je mourrai marxiste hein, le plus tard possible, hein, mais je mourrai marxiste, hein, c'est la raison contre les croyances, le droit à l'examen critique de toutes les croyances. L'examen critique, ce n'est pas leur rejet systématique, ce n'est pas leur critique comme ça et leur répression. C'est l'examen critique pour ne retenir dans ses croyances que ce qui a subi le libre et public examen de la raison, tel que le disait quelqu'un comme Kant. Et j'en profite pour te le dire. Je fais donc une conférence à la Sorbonne mercredi dernier. La salle était quasiment pleine, hein. Ça a marché très bien. Conférence d'abord, débat après. Donc je laisse, c'était à l'initiative de Rémi Herrera. Je laisse Rémi Herrera donner la parole aux gens de la salle. Les gens étaient dans l'ensemble d'accord avec moi, de me demander des précisions, etc. Mais on n'était pas dans la polémique. Hein. Mais je vois une dame, brusquement, sur ma gauche, en bas, là, en train de réclamer depuis 3/4 d'heure la parole. Et figure-toi ce qu'elle me dit. Elle était musulmane. Et c'est pas ce qu'elle me dit. Et pourtant, musulmane dans la catégorie la plus douce, si tu veux, un des musulmans. Elle me dit, je suis effaré par votre exposé. Effaré par mon exposé. Elle a suscité un tollé général. Hein. Il a fallu qu'une jeune femme de 20 ou 30 ans de moins qu'elle, très à gauche, partisans de mes positions, prennent position en disant, vous dites, madame, n'importe quoi. Hein. On n'a pas le droit de dire ce que vous dites. Il y a dans les prescriptions de l'islam, mais ça pourrait être pour d'autres religions, hein, que je répète, la religion hindoue, par exemple, hein, il y a des prescriptions qui sont inhumaines. Elles sont inhumaines. Elles ne vont pas dans le sens de l'humain. L'humain d'abord, c'est la formule du PC. Et c'est une formule pas simplement politique, c'est une formule théorique, c'est une formule morale qui est fondamentale. L'humain d'abord, et ça passe par la raison, hein, et donc la critique de tout l'examen critique de tout ce qui est déraisonnable, sans pour autant l'interdire, sauf lorsqu'il viole les lois de la République. Pour revenir sur un aspect de ton intervention, qu'est-ce que tu penses justement des nouvelles... Alors, tu as posé la question de la parentalité. Moi, enfin, je n'exclus pas, je le dis très tranquillement, dans la société dans laquelle j'ai envie de vivre, je veux dire, si deux hommes, deux femmes ont envie de satisfaire cette envie de parentalité, ça ne me dérange absolument pas qu'elles recourent forcément à des formes
de reproduction qui ne sont pas les formes traditionnelles de reproduction qui existent. Et puis, de toute façon, il y a l'adoption qui permet effectivement de satisfaire ce besoin de parentalité. Donc ça, toi, c'est un petit commentaire là-dessus. Mais le deuxième élément qui m'interroge beaucoup, c'est d'abord quand on regarde les histoires, les formes de la famille. Il y a de très beaux textes qui ont été écrits par Marx et Engels là-dessus. Mais on voit que c'est quand même la famille, la notion de famille, c'est une construction sociale singulière selon les peuples. Il y a des peuples, par exemple, où il n'y a pas, comment dire, les enfants, par exemple, sont élevés par l'ensemble de la tribu, par l'ensemble du collectif social. Il y a des endroits où, comment dire, il y a eu historiquement, je ne suis pas en train de valoriser une préférence particulière, mais simplement m'interroger sur, finalement, les êtres humains, s'ils ont envie de vivre d'une certaine manière et avec qui ils veulent, ça ne me dérange absolument pas, à condition évidemment qu'ils ne veuillent pas faire de leur mode de vie particulier, singulier, original, une généralisation absolue à tout le monde. C'est ça la question. Et c'est vraiment l'enjeu. C'est-à-dire que la singularité, ça ne doit pas être l'uniformité. C'est-à-dire, voilà. Et donc, on revient effectivement sur comment on réfléchit l'universel. C'est-à-dire, pour moi, quelle est la conception qui peut être la plus universaliste de la notion de couple? Je dirais, dans la société communiste, elle n'est pas préfigurée par le modèle actuel dominant, je dirais, de la notion de couple. D'accord. Alors, je réponds à tes deux questions qui témoignent bien de ce que j'appellerais ton pluralisme, si tu veux, intellectuel. Tu as une approche non pas relativiste, mais pluraliste, si tu veux. C'est pas pareil, le relativisme et le pluralisme. Tout à fait, tout à fait. Et donc, je te félicite de ce pluralisme intellectuel a priori. Alors, un pluralisme a priori peut après déboucher sur a posteriori sur des choix différents de ce qu'on a fait à l'avance. Voilà, c'est évident. Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que le fait de recourir à des procédés techniques nouveaux, inédits, tout à fait hallucinants, si tu veux, je vais prendre un exemple célèbre, le cas de Descartes dans le discours de la méthode. Il fait l'apologie des sciences et des techniques. Il prétend que les sciences et les techniques, dont la médecine, vont faire du bien à l'homme. La philosophie spéculative n'en a rien à foutre, mais moi je dis que c'est faux. Les sciences et les techniques, c'est essentiel. Ça améliore le bien de l'homme dès lors que ça se développe dans le souci de ce bien. C'est formidable, si tu veux. Et la modernité a précisément été dans le sens du rationalisme technique de Descartes, si tu veux. Bon. Alors, le problème, avec le problème des nouvelles techniques qui vont intervenir dans la procréation, c'est que on peut subir, fais attention, il faut savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Problème, parce qu'on peut subir une mode qui nous vient à nouveau des États-Unis, décidément, sur lequel j'ai écrit dans un bouquin qui s'appelle L'inquiétante tentation de la démesure, c'est le transhumanisme. Alors, le transhumanisme, tu vois, il faut bien le distinguer, c'est une intervention sur l'homme, sur sa biologie, etc. Il faut bien distinguer le transhumanisme, si tu veux, de la médecine traditionnelle. Et des moyens techniques que la médecine traditionnelle nous offre désormais, et pour le mieux de l'homme, le bien de l'homme, si tu veux. La médecine traditionnelle, elle consiste à réparer ce qui ne va pas. Réparer un œil, te donner des lunettes avec des objets techniques, puisque tu ne vois pas très bien, protéger l'oreille ou permettre à l'oreille de mieux entendre, etc. Voire à la limite faire des greffes de foie, des greffes d'organes, etc., qui peuvent améliorer l'être humain. Ce sont des techniques nouvelles. Il y en a plein, ne serait-ce que la canne, tout simplement. Il y a plein de choses. Ça, il faut faire confiance à la technique dans ce sens-là, quand elle veut réparer. Et réparer, je dirais, de plus en plus et de mieux en mieux. Mais ce qui se passe aux États-Unis, sur la base de ce constat, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Et le transhumanisme, ça consiste non pas à réparer l'homme quand il a des problèmes
défectueux de fonctionnement dans son corps, ça consiste tout simplement à vouloir le modifier, le changer, le transformer et, comme on dit, l'augmenter. C'est l'idée d'un homme augmenté. Alors là, je te dis qu'on ne sait pas, alors là, je reprends ça, on ne sait pas où on va. On va dans une espèce de brouillard infini dont on ne connaît pas les points de repère normatifs, si tu veux, avec l'idée, à la limite, il y a des mythes, alors il y a des gens qui disent ça ne se réalisera jamais, d'autres qui disent on ne sait jamais, ça peut se faire, l'idée de créer des robots artificiels qui pourraient remplacer l'homme, si tu veux, de l'idée de se reproduire soi-même en tant qu'homme à travers un enfant dont on s'est arrangé pour qu'il te ressemble au niveau de tes yeux, par exemple. Alors, on va faire des interventions génétiques pour vérifier les gènes, la couleur des yeux, etc. Et on va éliminer les enfants qui n'ont pas la couleur de tes yeux. Donc, on pourra commander à la médecine transhumaniste, on pourra commander le sexe de ces enfants, l'identité de ces enfants, etc. Moi, je me replace dans ce cadre-là dans le souvenir d'un propos que le pauvre Lucien Sèvres, décédé, là, tenait un jour d'une manière remarquable. Je crois que c'était dans France Nouvelle, enfin, je ne me rappelle plus très bien, mais on était très proches ici, sur le plan humain. Et il disait ces choses extraordinaires. La seule forme de liberté dont dispose un enfant qui naît, c'est le mystère de sa naissance. Je répète. La seule forme de liberté dont dispose un enfant qui naît, c'est le mystère de sa naissance. C'est magnifique, parce qu'on ne l'a pas programmé consciemment, volontairement. Bon, la nature, si tu veux, mais on a fait ce qu'il en a fait. Bon, on peut réparer ce que la nature en a fait, mais il n'est pas question de programmer à l'avance nos enfants, si tu veux, comme on programme, je sais pas moi, un film qu'on va voir au cinéma, si tu veux. Et deuxièmement, alors ça c'est le premier point, et alors s'agissant de la pluralité dont tu parles, de tout ce qu'on peut tirer, de tout ce qui se passe autour de nous, dans le monde entier, etc., contrairement à un mépris que le colonialisme a pu avoir. Alors là aussi, il faut être très prudent et très, très précis, si tu veux. Je ne sais pas si tu le sais, il y a eu, bon, tu vas le savoir, mais la suite, tu ne la connais peut-être pas, il y a eu un colonialisme anglais aux Indes, bien entendu, bon, pendant au 19e siècle en particulier, sur fond marchand, bien entendu. Mais ce colonialisme, disait quelqu'un qui va peut-être t'étonner, Engels, disait que ce colonialisme avait quand même contribué à civiliser les Indiens, les hindous. Engels. Alors, on va dire, ouais, qu'est-ce que ça veut dire? C'est réactionnaire, ça n'a pas de sens, un propos pareil, mais il peut y avoir dans l'apport d'une civilisation à une autre des apports progressifs et progressistes. Et là, on revient à une question de fond que tu as abordée déjà avant et que j'ai posée de la manière suivante. Bon, quand on prend l'histoire humaine dans sa globalité, est-ce qu'on doit parler de culture successive et relative ou de structure successive et qui progresse? Y a-t-il un progrès dans l'histoire? Et moi, j'ai été influencé par la philosophie des Lumières, j'ai été influencé par Condorcet, j'ai été influencé par Kant dans sa philosophie de l'histoire, je suis influencé par Marx. Marx, il est capable de dire, dans le manifeste du Parti communiste, quand on passe du féodalisme au capitalisme, avant de critiquer le capitalisme, il commence par dire, mais ce fameux capitalisme, il a supprimé certaines formes d'existence du Moyen-Âge qui étaient bonnes. Il y avait des formes de rapports interhumains qui étaient moins brutaux que ceux que le capitalisme est en train d'imposer. Et donc, on ne peut pas faire une espèce comme ça de critique systématique, idéologique en l'occurrence, dans le mauvais sens du terme, dogmatique, de ce qui se passait au Moyen-Âge. Il faut voir tout ce qui s'y passait. Bon. Et après, bien entendu, critiquer ce qui ne nous convient pas. Mais sinon, on admet qu'il faut critiquer ce qui ne nous convient pas. Le même Marx aussi va développer une analyse critique du développement du capitalisme et de l'impérialisme. Marx est le premier théoricien de l'impérialisme, c'est évident. Le manifeste du Parti communiste te montre un développement extraordinaire, si tu veux, de la civilisation de type capitaliste, avec son argent, son profit, etc., etc. Donc, il le critique, bien entendu. Il critique ce développement. Mais en même temps, c'est bien,
il est capable de dire que le développement du capitalisme a brisé l'isolation, l'isolement des nations entre elles. Le capitalisme a, à sa manière catastrophique aussi, hein, désagréable, il a aussi uniformisé la planète, il a universalisé une forme de société, hein, où des accès à l'intelligence, à la technique, etc. sont possibles alors qu'elles n'existent pas dans les autres pays. Tu vois. Et il a permis de supprimer les antagonismes nationaux. Bon, il a peut-être rêvé en partie en disant cela, mais on peut comprendre aussi que la mondialisation, en dehors de ces aspects lamentables, soit aussi un progrès dans le sens de l'unification du genre humain, à condition que l'on travaille sur ces défauts énormes qu'elle présente aujourd'hui. Hein. Et je rappelle simplement, pour te dire, pour parler des nations, puisque tu en parlais plus ou moins, que quelqu'un comme Jaurès, que j'admire Jean Jaurès, j'ai eu l'occasion d'en parler dans pas mal de réunions à l'invitation des FOL, Fédération des œuvres laïques, celle d'Angers et celle de l'Ardèche, qui sont magnifiques, c'est le plan de la rigueur laïque, si tu veux. Hein. Et je vais parler de Jaurès à propos de la laïcité et tout ce que tu voudras, et puis du progrès humain. Jaurès était un progressiste, où il croyait en un progrès, hein, pas simplement quantitatif, technique, mais un progrès moral dans les mentalités, dans l'ouverture sur les autres, etc. Et quelqu'un comme Jaurès, donc, a pu dire à propos de l'internationalisme qui se mettait en place, à distinguer du transnationalisme auquel nous sommes confrontés. Il y a un transnationalisme capitalisme qui n'a rien à voir avec l'internationalisme. Et la raison se trouve dans ce que je vais te dire de ce qu'a dit Jaurès, à savoir qu'un peu d'internationalisme éloigne de la nation, de la patrie, mais beaucoup en rapproche. Et nous sommes aussi à une époque où, dans un contexte mondial, il nous faut veiller à la souveraineté des nations, hein, et à ne pas laisser l'initiative politique à des superstructures économiques mondiales, et donner donc aussi la possibilité à des peuples, dont tu parlais tout à l'heure, hein, de se développer et d'accéder à notre niveau culturel, sans nier qu'il puisse y avoir, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des choses intéressantes dans les sociétés primitives et tout ce que tu voudras, hein, les spécificités culturelles. Hein. Regarde par exemple la manière dont en Chine, les Chinois sont en train de s'inspirer de Confucius. Ils s'inspirent de Confucius, de sa morale du bien-être, de l'amour interhumain, etc., pour développer le communisme. Tu vois. Donc, on peut aussi tirer des choses des sociétés développées, hein, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas pour les laisser telles quelles dans ce qu'elles sont, mais aussi pour les aider à se développer en progressant. Écoute, ce que je te propose, c'est que ce soit le mot de la fin pour ce soir, en tout cas. Voilà, tout à fait. En te remerciant beaucoup pour ton intervention et pour l'échange qu'on vient d'avoir. Et puis, on se donne rendez-vous, je dirais, à une soirée ultérieure sur un autre sujet ou voilà. sur ton prochain livre, par exemple. Voilà, et merci. Alors, mon prochain livre, je te le signale, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui va apparaître avec un philosophe grec à nouveau, comme j'ai écrit le matérialisme en question, Nikos Soufas, qui enseigne à Athènes. On a écrit, mais moi j'écris ma partie à moi. C'est un échange à nouveau. Hein, mais là, c'est moi qui commence et c'est lui qui répond, etc. Ça s'appelle, ça va t'étonner, ben, il faut le dire, il faut le faire, il faut l'oser, la possibilité du communisme. Très bien, mais écoute, super. Voilà. Donc, dès que le livre est sorti, on reprend contact et on se fait une petite soirée. Mais ce n'est pas pour tout de suite, parce que comme il est prof de fac, moi je suis à la retraite, mais il est prof de fac, il a besoin de temps. Hein, voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Voilà. Et puis merci pour cette ouverture, parce que je pense aussi, c'est un compliment que je vous fais, que j'en parle autour de moi, hein, j'en ai parlé à Herrera, etc. Je pense que la lutte des idées, hein, non pas la guerre idéologique, la formule, je ne dois résumer pas cette formule, hein, mais la lutte des idées, c'est quelque chose d'important pour éveiller l'intelligence humaine dans tous les domaines. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Yvan. À très bientôt.